Et toi, qu'est-ce que tu fous là? C'est ainsi que, selon Joseph Roussel, François Tosquelles interpellait ses interlocuteurs dans le cadre de ses cours aux éducateurs pour les faire s'interroger sur leur engagement. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Cette question, finalement éminemment personnelle, et on a évoqué de nombreuses facettes ce matin, interpelle chacun dans son rapport au champ social dans lequel il a décidé d'inscrire son action professionnelle et ou militante. Après avoir jeté les bases générales d'une réflexion sur les formes de l'engagement aujourd'hui, c'est cette question que nous allons poser cet après-midi aux différents acteurs du social qui ont accepté de témoigner de leur engagement. Dans l'apparent désenchantement du monde du travail social, se poser régulièrement cette question, n'est-ce pas à chaque fois se donner l'occasion de réinterroger le sens de notre engagement initial, individuel ou collectif, pour mieux affronter les difficultés du moment, pour retrouver le fondement de ce qui nous mobilise. Et pour démarrer dans cet après-midi, nous allons d'abord évoquer l'engagement associatif et donc, je vais me tourner vers Patrick en lui disant « Et toi, qu'est-ce que tu fous là ?» Patrick est psychologue de formation, il a exercé dans le secteur social, tout d'abord comme psychologue auprès de diverses équipes éducatives, puis il a pris la direction d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Parallèlement, il a eu une importante activité militante en étant responsable de mission à Médecins du Monde. Il est aujourd'hui président de l'association Bonjour. Nous avons demandé à Patrick d'évoquer l'engagement associatif. Il a milité dans diverses associations et de ce fait a connu à la fois la liberté de penser et d'agir, des associations que l'on pourrait appeler tribuniciennes, mais il connaît aussi les contraintes des associations dites gestionnaires. Que représente l'engagement d'une association gestionnaire aujourd'hui? Quelles en sont les limites, les risques, mais aussi de quelle marge de manœuvre dispose-t-on? Alors, ce que je fous là, c'est que quand Philippe m'a dit « Bien sûr, tu dois venir à notre colloque », j'ai répondu « Oui ». La prochaine fois, je réfléchirai 2 fois. Et comme il me pressait amicalement de lui donner rapidement le titre d'une intervention, je lui ai dit garantir les valeurs, puisque ça allait soit dans ma tête qui réfléchissait trop vite, que pour qu'il y ait engagement, il fallait qu'il y ait engagement sur quelque chose, et donc sur les valeurs. Bon, les valeurs, on en parle tout le temps. Moi, je sais que c'est un mot que j'entends pas mal dans les associations, même dans les conseils d'administration. Ceci étant dit, et je t'en remercie Philippe, tu m'as fourni l'occasion de me laisser aller à une certaine réflexion que je n'ai pas tous les jours au fond, même si dans la fonction d'un président, il y a quelque chose qui est lié à ces valeurs, quelque chose qui fait qu'on essaye de ne pas les perdre. Mais voilà, ce que je vais vous livrer, c'est une réflexion qui est assez personnelle, parce que je pense que faire vivre ces valeurs, c'est d'abord les défendre, que c'est d'y revenir toujours en tant qu'elles forment le principe moral qui nous permet de juger du bien fondé de nos choix. Je parle dans les associations. Mais ces valeurs, nous devons aussi les interroger. Nous devons évaluer leur pertinence dans un monde changeant et complexe. Nous devons, si nécessaire, les adapter. Bref, si nos valeurs sont notre référence morale, nous devons avoir envers elles une réflexion éthique. Alors, je vais vous proposer d'abord quelques idées concernant la notion de valeur. C'est un terme générique, mais qu'est-ce qu'on met derrière ces valeurs? Quelles sont ces valeurs? Donc, je vais essayer, en quelques mots, de m'attarder sur cette notion pour voir en quoi on peut les relier à ce sujet qui, au fond, est le point central de toutes nos associations, c'est l'homme. Il y a des valeurs et il y a l'homme. Et puis, je vous dirai comment, dans ma réflexion préliminaire,
je me mets à regarder l'engagement associatif comme étant garant des valeurs. Donc je réponds à la question tout de suite, quels engagements ont pour demain, mais de rester engagé, surtout de rester engagé. Alors j'ai bien compris ce matin, au travers des discussions que nous avions, des présentations qui nous ont été faites, c'est que ces engagements sont multiples, mais il me semble qu'effectivement, une vie associative sans engagement, fût-ce un engagement furtif, rapide, et serait peut-être un peu dénué de sens, pour reprendre des mots qui ont été utilisés ce matin. Alors, je vais d'abord vous parler de 4 valeurs. Je n'ai pas regardé toutes les associations de France, j'en ai fréquenté quelques-unes. Il m'a semblé qu'il y avait des valeurs qu'on retrouvait peu ou prou, nous-mêmes de la même façon, dans les chartes de ces associations. Il y a l'eau, je dirais en quoi je pense que l'eau en lui-même est une valeur. Il y a la liberté, il y a l'égalité et il y a la justice. Je parlerai après de ce que j'ai considéré dans la suite de ce travail comme une 5e valeur qui est l'engagement. Alors il y a au cœur des actions qui sont menées par les associations un fait qui est le fait humain. Ce fait qui, dans sa phylogénèse, a vu un primate descendre de son arbre, se redresser, fabriquer des outils, décorer Lascaux, cultiver sa terre, inventer des civilisations, avant de peindre la Joconde et de concevoir la théorie de la relativité. Comme vous, j'apprends chaque jour, et quelquefois je suis même témoin, que toute animalité n'a pas quitté le genre humain, et que la conquête du bien absolu dont rêvent certains est loin d'être gagnée. Pour autant, en acquérant ce supplément d'âme, pour reprendre l'image de Descartes, ce primate est devenu un être doué de raison, conscient qu'il peut agir sur le monde, qu'il peut modifier le monde, qu'il peut agir sur lui-même et se modifier soi-même, qu'il peut agir sur les rapports qu'il entretient avec ses congénères. Cet humain a forgé l'humanité de l'homme, l'essence de l'homme, la nature humaine. Mais j'aime bien cette espèce de redondance qu'il y a dans le terme de l'humanité de l'homme. Cette humanité de l'homme qui porte en elle le germe et la perfectibilité, et que je fais ici pour une valeur fondamentale. L'humanité de l'homme, la première. Cette conscience de l'homme qui peut agir et modifier son environnement, cette conscience de sa capacité d'action est aussi la capacité qu'il a justement de sa liberté d'agir et de sa liberté d'affirmer cette liberté. La liberté. Voilà la 2e valeur que je retiendrai comme fondamentale parce que liée indissociablement au destin, au devenir de l'homme. Paul Ricoeur dit que par la conscience qu'il a de sa propre liberté, l'homme a aussi conscience que la liberté de l'autre existe. Ce qui fait de l'autre son semblable, son égal. Et voilà. Une 3e valeur que je retiendrai, l'égalité. L'égalité entre les hommes est fondée par leur commune liberté. Ricoeur ajoute que, confrontés à l'action, les libertés des uns et des autres vont s'opposer et qu'elles ont donc besoin d'une médiation. Cette médiation, c'est la règle qui reconnaît la liberté des uns et des autres, cette règle dont chacun doit admettre la supériorité. Elle donne naissance à la loi, et c'est sur la loi que va s'appuyer la justice. La justice est le principe moral de la vie sociale, fondé sur la reconnaissance et le respect du droit de chacun. La justice, voilà ma 4e valeur. L'humanité de l'homme, la liberté, l'égalité et la justice. Ces 4 valeurs sont incluses dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle de 1789,
qui fait partie intégrante du préambule de la Constitution de 1958. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces valeurs, issues d'une longue histoire culturelle, disputée mais construite aussi entre les religions, la philosophie des Lumières, les idéologies républicaines. On les retrouve au cœur de nombre de nos associations, régies par la loi de 1901, agissant dans le domaine du social et du médico-social. Mais alors, pourquoi se préoccuper de garantir les valeurs fondatrices, puisqu'elles rejoignent les principes fondamentaux de notre Constitution qui a justement pour but de les garantir? En regardant de près les valeurs revendiquées par la plupart de nos associations, on s'aperçoit que la référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen y est fréquente. Elle est quelquefois explicite. L'homme est au centre de toute action et un credo associatif y est constant. Tels les humanistes de la Renaissance, les associations affirment leur foi dans l'être humain. Il s'agit d'un idéal choisi et revendiqué, un humanisme qui dit qu'il existe une dignité propre à l'homme, que chaque homme bénéficie d'un égal respect, qui affirme sa confiance en l'homme, qui croit en ses potentialités et en sa capacité à évoluer et qui entend lutter contre les injustices. Pourquoi vouloir garantir les valeurs? Alors, qu'est-ce que je fous là? Revenons-en à l'objet même de ce colloque, l'engagement. Et j'ai proposé en introduction l'humanité de l'homme comme une valeur fondamentale parce que cette humanité qui lui est propre et qui le différencie de tous les autres animaux est l'essence de toute existence humaine. C'est au travers d'elle qu'ont émergé toutes les autres valeurs. Si l'homme reste un prédateur pour les autres animaux, s'il fait trop souvent preuve de cruauté vis-à-vis de ses semblables, s'il s'applique avec méthode à détruire son environnement, il a aussi donné naissance à la civilisation et à la morale. Il a développé des solidarités, il a inventé le concept de fraternité. En revendiquant ses droits, il a reconnu ceux des autres. C'est dans cet homme-là que nos associations croient. C'est cette face morale, fraternelle, créatrice, source de projets civilisateurs qu'elles soutiennent et qu'elles accompagnent. Chaque association fixe librement ses objectifs, mais peu ou prou, elles se retrouvent toutes dans cet humanisme qui affirme et qui défend la liberté de l'homme, qui prône le respect des différences et qui défend des idéaux de justice. Parce que les hommes ont des droits inaliénables, mais que tous les hommes ne disposent pas des mêmes moyens pour accéder à ces droits ou pour les faire valoir, nos associations militent pour que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Il est là l'engagement. Ce matin, plusieurs d'entre nous ont essayé de donner l'essence en deux mots, peut-être aussi avec un apostrophe, mais enfin l'essence possible du mot engagement. En ce qui me concerne, j'en ai retenu deux, sans toutefois lier évidemment tous les autres. Il me semble que l'engagement est à la fois une promesse et un acte. En tout cas, l'engagement au sens où les associations s'engagent et où, peut-être, les bénévoles et les professionnels qui viennent dans ces associations s'engagent eux. D'abord, l'engagement signe une intention qui solennellement devient la promesse d'accomplir quelque chose. Mais il est aussi le contact que les acteurs associatifs
vont établir avec les personnes qu'ils ont choisi d'accompagner. Le lien et la communication qui vont se nouer pour construire et réaliser le projet d'accompagnement. L'engagement proclame et garantit la défense des valeurs revendiquées par chaque association. Au fond, la différence aussi sans doute. Mais il se manifeste également comme un désir de faire qui va s'incarner dans la traduction humaine des chartes et des projets associatifs, c'est-à-dire dans la rencontre des personnes, dans la sollicitation des intelligences, dans la recherche des compromis et dans le partage des affects. L'engagement, c'est ce qu'il y a de plus humain dans le champ social, parce qu'il mobilise chez les aidants et les aidés ceux qui n'appartiennent qu'à nous, qui les identifie et qui les fait se reconnaître. L'engagement est une rencontre. Dans un article de l'Encyclopédia Universalis consacré aux droits de l'homme, Georges Burdeau, alors Burdeau c'est un juriste français expert en sciences politiques, Georges Burdeau écrit « Indépendamment de son origine, de sa condition sociale ou de son milieu, l'homme porte en lui un certain nombre de droits tellement inhérents à sa personne qu'il ne saurait être méconnu sans que du même coup, son essence soit altérée. » Mais un peu plus loin, il prévient « Cette interprétation apparaît pourtant insuffisante quand on prend conscience que la jouissance d'un droit n'est d'aucun profit aux individus qui ne sont pas en mesure de le mettre en œuvre. » Et il ouvre la réflexion. C'est alors que progressivement se dégage une notion nouvelle des droits de l'homme. Parce que l'homme n'y est plus considéré en tant qu'une incarnation d'une intemporelle nature humaine, mais comme un individu tel que le font les multiples rapports sociaux dans lesquels il se trouve concrètement engagé. Rousseau, dans le contrat social, disait déjà de l'homme qu'il est un homme social, et que c'est à partir de cet homme social que se construit une réflexion sur la liberté. Pour Burdeau, que je viens de citer, les droits de cet homme que définissent ses conditions d'existence ne peuvent se réaliser sans une intervention des pouvoirs publics pour créer les conditions nécessaires à leur réalisation. De cette réflexion qui met en tension le droit naturel et le droit social, nous pouvons retenir que des valeurs fondamentales inhérentes à l'essence même de l'homme deviennent des droits, et qu'en portant ces valeurs, nos associations défendent ces droits. Alors, quel engagement pour nos associations? Bon, j'ai répondu en préambule, mais de rester engagé, bien sûr. Et l'engagement, c'est la 5e valeur sur laquelle je m'appuie. Selon la double acception que je vous ai proposée, l'engagement est, d'une part, une promesse militante de défendre les droits inaliénables de l'homme parce qu'ils sont indissociablement liés à la personne humaine et à la citoyenneté libre et responsable. Ce sont des droits attachés à la nature propre de l'homme et par déclinaison à sa condition d'homme social. Cette défense s'adresse aux bénéficiaires eux-mêmes pour les accompagner dans leur propre prise de conscience que ces droits sont les leurs. Nous aidons, nous accompagnons les bénéficiaires à prendre conscience qu'ils ont des droits qui ne leur sont peut-être pas toujours signifiés du premier coup. Mais aussi en direction des pouvoirs publics pour que la nécessité d'aboutir à des résultats mesurables ne conduise pas à perdre de vue l'impérieuse nécessité de préserver ces droits. Dans la 2e acception, cet engagement est un acte quasi physique. J'utiliserai volontiers l'image du chevalier engageant le combat dans un tournoi, mais pourquoi pas cette défenseur sur une ligne ou des rugbymen dans la mêlée.
il y a un élan propre dans ce qu'il est convenu d'appeler le travail social. Les hommes s'engagent pour les hommes. Et le vecteur de cet engagement, c'est la relation que nouent les protagonistes entre eux. Nos associations sont nées et naissent encore de cette intuition que l'humanité de l'homme procède d'un équilibre fragile où le meilleur le dispute en permanence au pire. Notre engagement fonde notre action. Il incarne notre intention éthique d'interroger nos chartes morales qui reposent elles-mêmes sur des valeurs qui tiennent dans ce mouchoir de poche qu'est l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Le monde change. Vite. Il évolue. Il nous place de plus en plus face à des conjonctures inédites. Nos partenaires institutionnels attendent de nous, à juste titre, professionnalisme et capacité de réaction. Ils nous veulent compétents pour mettre en œuvre les actions qu'impose telle ou telle situation. Nous devons savoir adapter nos structures. Nous devons encourager et soutenir la formation de nos intervenants. Nous devons prendre soin de nos intervenants, car c'est la particularité de leur savoir-faire, mais nos intervenants sont leur propre outil de travail. Pas de tournevis, pas de marteau. Travailleurs sociaux, les bénévoles interviennent en étant eux-mêmes leur propre outil de travail. Nous devons agir pour que les acteurs professionnels et bénévoles acquièrent encore plus de savoir-faire pour que leur engagement dans les relations qu'ils bâtissent avec les bénéficiaires de nos actions soit adapté au contexte dans lequel ils interviennent. Nous avons un devoir de qualité. Nous avons le devoir de rechercher la plus grande qualité de relation possible avec les personnes que nous accompagnons, parce que c'est sur la qualité de cette relation que repose en grande partie le succès des actions mises en œuvre. Cette qualité signe la raison de notre présence sur le terrain. Ne le perdons surtout pas de vue. Nous agissons au nom d'un humanisme qui mobilise des valeurs en lesquelles nous nous reconnaissons et qui sont les valeurs que nous voulons voir être reconnues à ceux que nous accompagnons. L'humanité de l'homme, la liberté, l'égalité, la justice ne sont pas négociables. Elles sont évolutives, elles constituent un terreau fertile qu'il faut enrichir en permanence pour que l'essence de l'homme ne perde en rien ce qui constitue sa dignité. Et surtout pas sur le dos de ceux qui sont les plus vulnérables. L'humanité de l'homme, la liberté, l'égalité et la justice sont le terreau sur lequel notre engagement associatif n'a rien à céder, ne doit rien céder, et doit continuer à recruter des acteurs bénévoles et professionnels, militants d'un humanisme fondamental, lucide et adapté à la modernité des relations sociales. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. L'épreuve redoutée, ce sont les échanges avec la salle à ce moment-là de la journée. Mais je tente. Jacques. Alors, nous n'avons que quelques minutes, donc essayez de réduire votre intervention à l'essentiel pour qu'on puisse changer là-dessus. Oui. Les associations ont, on a bien compris ce matin, quelque chose d'ancien, quelque chose d'un modèle qui est questionné pour le moins dans son évolution. Comment se fait-il qu'il a fallu attendre tant de temps pour accepter que des usagers puissent avoir une place dans l'engagement associatif? Quelles sont les valeurs qui n'auraient pas été, que l'on n'aurait pas souscrit si longtemps pour ne pas leur faire de place? Quelles
sont les valeurs qui font qu'aujourd'hui, on leur accorderait une place, quelle place, y compris dans les conseils d'administration, chaque fois que les usagers ont une possibilité d'expression, parce qu'on voit là une grande difficulté. Je trouve qu'autour de cette question de la place des usagers dans les associations, il y a quand même beaucoup de choses qui mettent en frottement les idéaux, les pratiques, les valeurs. En ce qui me concerne, je ne peux que partager votre remarque. La participation des usagers aux actions de l'association, des associations, sa gouvernance. En ce qui me concerne, j'ai un peu navigué pendant quelques décennies dans le milieu associatif. Ça fait pas mal de temps que j'en entends parler, mais que j'en entends parler. J'ai même vu inscrire cela dans des chartes, dans des textes, mais je n'ai pas encore vu, hormis les textes légaux, la 2002, etc., qui associent les usagers à un certain nombre d'instances, mais je ne l'ai pas encore vu. La dernière fois que j'en ai entendu parler fortement, avec un vrai débat, c'est un médecin du monde. Avec ces mots, Philippe le rappelait tout à l'heure, c'est une association qui débat. Et la place faite aux usagers est une question qui est en débat, en vrai débat, depuis des années. Ça fait 2 ans que je n'exerce plus de responsabilité à Médecins du Monde, mais quand je l'étais, c'était toujours en discussion. Voilà. C'est d'ailleurs une discussion qui a cours aussi dans l'association que je préside, mais c'est une discussion. L'idée est là, mais comme on dit, il y a quelque chose qui frotte. Donc, moi je travaille au CCAS et j'ai par ailleurs travaillé dans des conseils généraux à l'époque, et dans les années 90, il y a eu des expériences qui ont été menées de recherche-action avec des supervisions et des formations qui étaient données à l'USTS de Nice, notamment celle d'Aguyen. Il y a eu des expériences vraiment magnifiques sur plusieurs territoires des Alpes-Maritimes, dont Carrosse-le-Neuf, où les usagers ont été complètement participants d'une reprise de dialogue entre différentes communautés ou différents groupes de population, où ils ont questionné carrément les élus de la commune, où ils ont pris part à des élections, ils sont devenus conseillers municipaux, ils ont monté des régies quartiers, ils ont réhabilité tout le territoire de la commune. L'office HLM a participé aussi, donc ça a existé, mais malheureusement, effectivement, ça date, des années 90, on ne voit plus beaucoup ce genre d'événements avoir lieu, y compris dans les conseils généraux, et c'est bien regrettable parce que ça avait donné vraiment des fruits exceptionnels. Les gens avaient recréé du lien, il y avait de la solidarité. Il y avait tout le territoire de Carrosse où la bibliothèque, les animations sportives, associatives coopéraient. Il y avait du théâtre de rue. Ces organismes intervenaient carrément dans les permanences des travailleurs sociaux. Et moi j'en garde un souvenir extraordinaire. C'était communautaire. C'était plus que du collectif, c'était communautaire. Et certains sont devenus conseillers municipaux, des usagers. Donc je vous ai témoigné parce que ça existait. D'autres personnes souhaitent intervenir? Oui? Tout là-haut. Moi, je viens de l'Université de Montréal. Et du coup, c'est vrai que je suis assistante sociale formée en France. Et en fait, il y a énormément de participants dans les organismes communautaires, des usagers, comme
vous appelez là, moi je me perds des personnes, mais qui s'investissent en fait dans les CA, les organismes communautaires, parce que c'est pas des associations là-bas. Et ça a vraiment de très bons résultats, surtout que les personnes s'approprient vraiment les missions de l'organisme. Donc ça, c'est une preuve aussi d'engagement, je pense, le fait que les personnes puissent s'approprier les missions dans lesquelles elles sont. Donc voilà, c'est vrai qu'en plus, je fais une recherche en ce moment sur l'engagement des jeunes. Et c'est vrai de voir des jeunes qui parlent des missions des organismes où ils ont été, c'est vraiment intéressant. Donc, faut appuyer. Merci. J'ai juste une petite question. Qu'est-ce qui risque de mettre en danger les valeurs fondatrices que vous défendez ? Bonne question. Alors, je vais vous répondre par altruisme pour commencer, qui est que qu'on ne les défende pas. C'est-à-dire que nous laissions l'action prendre le dessus. Parce que c'est ça que je défends. Quand je défends la notion de valeur, c'est que je défends que l'idée que, ça a été un peu évoqué ce matin, que l'action ait un sens, et qu'elle ait un sens pour l'humain. Il m'arrive, avec ma collègue de l'Égypte, de suivre et d'accompagner des mémoires dans le cadre de l'IECS. Et moi, je suis frappé quand, alors sur des publics qui ne sont pas des publics que j'ai eu à connaître dans ma carrière, mais quand je vois comment on peut réfléchir à l'accompagnement de personnes différentes, c'est-à-dire à l'accompagnement de personnes avec lesquelles on ne peut pas communiquer, comme nous sommes en train de le faire ici, parce qu'elles ne pensent pas de la même façon que nous, parce qu'elles n'ont pas la parole. Mais dans ce travail que nous faisons, on arrive toujours à un moment où on dit que ce qu'il faut protéger, c'est l'humain. C'est-à-dire que l'action pour l'action n'a pas de sens. C'est que, quelle que soit la taille de la flamme d'humanité qu'il y a chez ces personnes, elle est là, et c'est ça qu'elle a défendre. Après, je vais être un peu, ou alors les personnes âgées, les personnes en fin de vie. Je veux dire que tant que la flamme est là, la personne existe. Et c'est terriblement intéressant, ces échanges que nous avons avec des gens qui travaillent auprès de ces personnes, et qui travaillent avec des personnes qui n'ont plus la parole, qui n'ont plus la locomotion, qui sont grabataires, qui n'ont qu'un regard, des fois. Et ben c'est ça qu'on protège. Et je crois que ça, il faut le dire. Il faut dire qu'on travaille pour ça. Après, je vais être un peu plus trivial. Si on ne défend pas nos valeurs fondatrices, ben, vraisemblablement des guichets suffiront. Les gens n'auront qu'à venir chercher leur allocation, à supposer qu'il en reste, mais les gens n'auront qu'à venir chercher leur allocation et repartir. Voilà. Donc, ce qui pourrait mettre en danger ces valeurs, eh bien, c'est qu'on ne les répète pas. C'est pour ça que la réponse à la question du colloque, c'est quel engagement, et c'est l'engagement. Bien sûr, c'est l'engagement. Merci Patrick.